À Choudjaya, ces Palestiniens sont de retour chez eux. Impossible de retrouver leur maison. L'est de la ville de Gaza n'est plus qu'un champ de ruines. Ils n'ont rien épargné, pas même les arbres, alors qu'il y avait beaucoup de verdure ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait les arbres, hein? Et moi, de quoi suis-je coupable en tant que civil? Je le jure, nous sommes dévastés. Notre détresse doit être ressentie par d'autres. Il faut que quelqu'un ait de l'empathie pour la population de Gaza. D'après le ministère de la Santé du Hamas, 6 cadavres ont été retrouvés après le retrait des soldats israéliens. Plus de 300 habitations et plus d'une centaine de magasins ont été détruits. Le résultat de 2 semaines d'offensive de l'armée israélienne qui affirme avoir démantelé 8 tunnels et tué des dizaines de terroristes et n'entend pas s'arrêter là. Les combats se déplacent désormais dans le reste de la ville de Gaza que les habitants sont appelés à quitter. Mais pour aller où? 90% de la population a déjà été déplacée par la guerre. Les ONG continuent d'alerter la communauté internationale. Un chiffre qui est quand même très inquiétant, c'est la malnutrition qui augmente. Et cette malnutrition, elle est corrélée à ce que dit un rapport des Nations Unies qui est sorti le 9 juillet. C'est que le blocus maritime, aérien et terrestre de l'armée israélienne, plus les bombardements, sont en train d'occasionner une famine intentionnelle qui a toutes les caractéristiques d'une histoire génocidaire. Donc la situation, elle est totalement atroce. Selon le Hamas, plus de 38 000 Palestiniens ont été tués à Gaza depuis le 7 octobre, dont près d'un tiers d'enfants. Un chiffre sous-estimé selon les ONG sur place, de nombreuses personnes n'ayant pas été sorties des décombres. Salut les amis, salam alaikum, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver ce soir pour cette, j'ai pas le chiffre, cette chronique hebdomadaire avec Monsieur Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Très bien, merci et vous-même? Ça va, ça va. Alors, je salue tout le monde sur toutes les plateformes, YouTube, Facebook, Twitter, comme d'habitude, vous avez la possibilité d'interagir avec nous. Je vais vous mettre le lien sur le chat. Sur les autres plateformes, alors sur TikTok, pardon, on est sur mon compte Altitude 2. C'est un compte secours, étant donné que l'autre n'est pas disponible pour les lives. Donc, il y a un petit peu moins de monde. Je vous invite à partager un maximum, les amis, que les gens puissent venir nous rejoindre. Et vous avez aussi la possibilité de prendre la parole. Voilà, donc Monsieur Cohen, on va faire un petit point sur la situation en Palestine en première partie. Et en seconde partie, on reviendra sur le vote du second tour des élections. Oui, bon, en fait, les choses n'évoluent pas beaucoup. On s'achemine apparemment vers un accord. Il y a beaucoup de mal à trouver, mais d'après les informations, on s'acheminerait vers un accord entre le Hamas et Israël, une espèce de trêve, d'échange de prisonniers, otages. Mais bon, c'est très difficile, mais j'ai l'impression que il faut qu'ils y arrivent. Voilà, ils sont en train d'y arriver, à mon avis. Voilà. Concernant le Liban continue à titiller les Israéliens. Et les Israéliens, contrairement à ce qu'on avait dit, qu'ils allaient entrer en guerre contre le Liban, ils n'ont pas du tout, ils ont la trouille d'y aller. Voilà. Vous savez, on avait annoncé pour le 22 juin une opération d'envergure, mais même dans les discours des Israéliens maintenant, ils ne le disent plus parce qu'ils savent très bien que ce n'est pas possible. Il y a 2 jours, le Hezbollah a tiré des centaines de missiles ou roquettes ou de drones sur le plateau du Golan occupé par les Israéliens. Ils ont tué 2 personnes et occasionné de nombreux incendies. Et les Israéliens sont dans une fureur incroyable parce qu'ils ne savent pas comment répondre. C'est-à-dire que, voilà, à la limite, le Hezbollah les provoque en duel et leur dit, bon, voilà,
est-ce que vous êtes prêts à faire la guerre? Et les Israéliens sont dans une impasse concernant le Hezbollah. Bon. Par contre, ce dont je voulais vous entretenir, c'est que il y a quelques jours, le journal Haaretz, un journal très sérieux, mais d'extrême gauche, c'est-à-dire quasiment, il sort de, si on peut faire un parallèle, de l'arc républicain israélien. Voilà. Et il a pu avoir accès à des documents, ce qu'on savait d'ailleurs, mais lui, le journal, a publié des documents de l'armée reconnaissant qu'il y a eu des centaines de soldats et de civils tués par l'armée israélienne, des civils israéliens, tués par l'armée israélienne délibérément, conformément à la doctrine Hannibal. Alors, la doctrine Hannibal est une doctrine de l'armée israélienne qui consiste à préférer assassiner les soldats israéliens ou les civils israéliens qui peuvent être pris en otage pour ne pas avoir à les échanger. Je pense que tous ceux qui ont voulu s'informer là-dessus, on le sait depuis les premières semaines qui ont suivi le 7 octobre, mais c'est la première fois qu'un journal israélien publie des informations de sources militaires israéliennes. Mais apparemment, le système israélien n'a pas du tout envie d'entrer dans ce cycle de révélation. Et moi qui suis d'un peu près la politique israélienne, les médias font bloc pour ne pas relayer l'information de Haaretz. Et que ce soit en Israël ou aux États-Unis, vous savez que je suis quelques sites américains de désinformation ou de réinformation. Et en général, les officiels américains et les journaux du système, ceux qui appuient Israël, font l'impasse sur cette information. Et donc, délibérément, on cache une information capitale au public israélien pour continuer pour poursuivre cette entreprise guerrière qui mène à une catastrophe. Ils sont vraiment, quand on écoute les médias israéliens, même quand ils ne parlent pas du 7 octobre et de la pratique de la doctrine Hannibal, pour le reste, les médias israéliens font quand même preuve d'une certaine lucidité et leur crainte de voir cette situation perdurer et aboutir à une catastrophe. C'est-à-dire que l'économie est à plat, il n'y a pas de tourisme. Les gens qui quittent Israël sont nombreux. Je n'ai pas réussi à obtenir un chiffre crédible et officiel. Voilà. Il y a des chiffres qui circulent comme quoi il y aurait 1,5 million. Moi, ça me paraît beaucoup. Mais je ne sais pas, dès que j'aurai le chiffre, je le communiquerai. Mais ce que je voulais dire, c'est que, vous savez, les sionistes, quand je dis les sionistes, ça veut dire l'État profond sioniste, qui utilise sa population pour ses intérêts propres. C'est-à-dire que l'État profond sioniste, dès le départ, a posé comme axiome qu'il n'y aura jamais la paix avec les Arabes et qu'il n'y aura jamais d'État palestinien. Seulement, il fallait vendre cette idée aux Israéliens. On ne va pas leur dire « Eh bien, écoutez, mes chers citoyens, vous allez faire la guerre pendant un siècle.
les Israéliens ne vont pas vouloir, parce que bon, ça ne se fait pas. Et donc, ils ont réussi à leur faire admettre, à leur faire croire que ce sont les Arabes et les Palestiniens qui ne veulent pas d'Israël. Voilà. Et donc, et c'est pour ça que cette information capitale de la doctrine Hannibal est cachée à 90%, 95% des Israéliens, de manière à ce qu'ils continuent aveuglément à se battre, à mener une guerre sans fin. Et moi, j'ai les témoignages, enfin, des gens que je connais, de la famille, etc., qu'ils veulent rien, ils veulent pas ils n'arrivent pas à abandonner cette idée que ce sont les Arabes qui ne veulent pas la paix. Or, bon, je ne vais pas vous faire tout un laïus là-dessus, mais l'État profond sioniste veut continuer la guerre. Mais là, il est pris à son propre piège, c'est-à-dire celui aujourd'hui qui pousse. Aujourd'hui, c'était presque, dans la revue de presse, c'était presque une espèce d'urgence à faire la trêve et à échanger les prisonniers et les otages, soi-disant pour avoir les mains libres pour aller se battre contre le Hezbollah. Mais en fait, ça m'étonnerait qu'ils aillent se... D'ailleurs, aucun officiel aujourd'hui ne parle de donner la leçon au Hezbollah. C'est fini, ces discours guerriers. Et donc, voilà, Israël se trouve dans une situation très difficile, inconnue jusqu'à présent. Ils n'ont jamais fait une guerre qui dure depuis 9 mois, et encore contre des va-nu-pieds. C'est complètement délirant. Voilà. Voilà la situation actuelle sur le front israélo-palestinien ou israélo-gazaoui. Alors, Monsieur Cohen, concernant cette doctrine militaire, en gros, c'est une doctrine, moi, de ce que j'ai lu là sur un article, c'est une doctrine qui aurait été révoquée en 2016. Parce qu'elle a été utilisée à plusieurs reprises, cette fameuse doctrine, la procédure Hannibal. Et donc là, ils ont en principe utilisé la même doctrine, sauf qu'ils n'ont pas utilisé le nom de la doctrine. Oui, non, mais ils ne le reconnaissent pas de toute façon. Pour les officiels, elle n'existe pas. Voilà. Vous savez, même le chargé de la sécurité américain, il y a 2 jours, il y avait une conférence de presse et on lui a posé la question et il n'a pas voulu l'admettre. Il a dit oui, on dit, mais pensez à ce qu'ils ont fait au 7 octobre. Enfin, il a détourné l'attention. Mais en fait, d'après Haaretz, c'est bien la doctrine Hannibal qui a été appliquée et sur des centaines, je dis bien des centaines de soldats et de civils israéliens assassinés de sang-froid dans le dos pour ne pas qu'ils soient pris en otage. Voilà. Je ne sais pas si un jour les Israéliens l'apprendront, le public israélien l'apprendra, mais jusqu'à présent, tout est fait pour cacher cette vérité-là au public israélien. Oui, effectivement. Donc, ils auraient utilisé la doctrine, mais tout est fait, comme vous le dites, pour ne pas dévoiler ça officiellement. Alors, on a vu la situation. Bon, bah, vous dites qu'il n'y a pas grand changement, mais effectivement, il n'y a pas grand changement. On voit que malheureusement, les Gazaouis vivent dans la précarité la plus sévère. Moi, j'ai encore vu une vidéo là récemment. C'était hier un live TikTok où quelqu'un diffuse depuis Gaza, un live en direct où c'était diffusé sur une place comme ça, où il y avait des gens, c'était le matin, c'était très tôt hier matin, en début de journée, où les gens faisaient la queue pour remplir des bidons d'eau, ils se ravitaillaient en eau,
et on avait des enfants, on avait des femmes, des personnes âgées qui venaient se ravitailler en eau. Donc, on voit que la situation est carrément très difficile pour les Gazaouis aujourd'hui et malheureusement, il n'y a pas d'évolution dans leur sens. Je veux dire, aujourd'hui, tout à fait, oui, oui. Non, mais c'est… quand je dis la situation n'évolue pas beaucoup, c'est-à-dire on continue dans cette espèce de guerre ou d'agression, de bombardement, mais disons à une échelle moindre, mais qu'on s'achemine vers une trêve ou un accord ou un cessez-le-feu et un échange. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Voilà. Oui, c'est une catastrophe humanitaire qui est en train de se passer. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, comment on va évoluer selon vous les prochains jours? Alors, attendez, là, je vois qu'il y a une question sur le chat. Je me permets, parce que je regarde le chat en même temps. Il y avait une question pour vous, monsieur Cohen. Que pensez-vous de l'affaire? Bon, ce n'est pas concernant vraiment le sujet. Je vais attendre avant de poser cette question, voir si ça évolue un petit peu. Alors, les personnes qui veulent intervenir, n'hésitez pas, hein, je vous ai mis le lien sur le chat. Il y a un monsieur qui nous suit, qui est là souvent, qui me dit, Monsieur Cohen. Alors voilà, on a un message. Donc, Monsieur Cohen, le protocole Hannibal a été fait pour justifier la destruction de Gaza et l'assassinat du peuple palestinien. Non, c'est-à-dire les tueries, en tout cas les victimes du 7 octobre qui ont été gonflées par l'armée israélienne, c'est évident, il y avait d'une part la théorie, l'application de la doctrine Hannibal, mais il fallait laisser, de toute façon aujourd'hui c'est quasiment officiel, c'est-à-dire que les services de sécurité israéliens étaient au courant, ils savaient peut-être pas, ils connaissaient peut-être pas l'ampleur de ce qui allait se passer, mais en tout cas, ils le savaient et ils avaient mis 5 heures avant d'intervenir. Bon, il faut pas exagérer quand même. Vous savez, c'est un petit pays où la moindre base est à 5 ou 10 kilomètres. Donc, donc ils ont vraiment créé les conditions d'une catastrophe, que ce soit par leur propre tir ou par le fait de laisser le Hamas commettre son opération jusqu'à son terme parce qu'ils avaient un plan de nettoyage ethnique de Gaza. Voilà, ça c'est sûr. Oui, alors il y a aussi, bien sûr, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le porte-parole militaire, il a un petit peu nié ces faits-là concernant l'opération Hannibal. Par contre, il y a une commission d'enquête internationale indépendante de l'ONU qui a publié un rapport le 12 juin et qui confirme également l'usage de cette directive. Oui, oui. De toutes les façons, moi j'ai entendu des témoignages d'Israéliens. Donc on peut pas, en hébreu, on ne peut pas les mettre en doute. Voilà, des rescapés de cette journée où ils disaient les militaires israéliens ont tiré sur nous. Donc c'est pas, je veux dire, c'est pas un scoop, c'est établi. Voilà, mais malheureusement, ça sort par bribes, par témoignages isolés, ou en tout cas, ce n'est pas repris par les médias officiels. Enfin, vous savez, les grands médias, c'est un peu comme dans un pays, surtout dans un pays en guerre, à part Haaretz, mais vraiment les grands médias suivent le gouvernement. Et donc, ils n'ont pas intérêt, surtout en période de guerre, à donner des informations qui risquent d'ébranler le front intérieur. Mais quand on voit ces destructions des bâtiments, des villas, des voitures, des centaines de voitures, etc., ce n'est pas le Hamas qui a pu le faire avec des mitrailleuses. Quand on vient comment ça s'appelle, vous savez, ils sont venus en deltaplane ou en moto. Ils n'ont pas transporté
je sais pas moi, des missiles de 125 ou de 250. Donc, toutes ces destructions ont été le fait. Enfin, il y a des témoignages, c'est même pas la peine de développer là-dessus. Ça, c'est un fait. Voilà. Et donc, c'est certain que, mais malheureusement, il manque encore une commission d'enquête israélienne qui irait au bout, mais ça m'étonnerait que cela se fasse dans un délai assez rapproché. Ça m'étonnerait. Oui, alors je vais vous montrer une petite vidéo là concernant les derniers événements et effectivement, ça n'a pas l'air de se calmer sur le terrain, au contraire. Alors, voilà. Israël a ordonné l'évacuation de la ville de Gaza, que des milliers de Palestiniens ont déjà fui à la suite des bombardements intensifs au début du conflit. Les derniers habitants de la ville démolie ont été vus en train de quitter les lieux au cours du week-end. Certains poussent des personnes âgées et des blessés sur des fauteuils roulants, d'autres portent de jeunes enfants sur leurs épaules. L'ordre d'évacuation pourrait annoncer une intensification de l'action militaire israélienne dans la ville de Gaza. Les habitants ont déjà signalé des bombardements intenses à l'est et au sud de la ville. Ce week-end, dans le cadre de négociations en vue d'un cessez-le-feu, le Hamas aurait renoncé à sa demande qu'Israël promette de mettre fin à la guerre. Plusieurs responsables du Moyen-Orient et des États-Unis estiment que cet assouplissement est dû à l'ampleur des destructions à Gaza. Depuis le début de la guerre, l'offensive aérienne et terrestre israélienne a tué plus de 38 000 personnes à Gaza, selon le ministère de la Santé du territoire. Le conflit a également provoqué une dévastation généralisée et une crise humanitaire qui a exposé des centaines de milliers de personnes à un risque critique de famine, selon des responsables internationaux. Voilà, donc les images sont parlantes, hein, c'est quand même une catastrophe qui s'est passée là, qui se passe là-bas. Ben oui, enfin, je veux dire, c'est pas un scoop. Enfin, Oui, non, oui. c'est pas un scoop. Mais je veux dire, au bout de 9 mois, il n'y a aucune avancée sur le plan de la diplomatie pour un cessez-le-feu et pour une paix et une Non, éventuelle reconstruction de Gaza. la reconstruction, ça, moi je dis, il faut toujours se méfier des déclarations. Mais le cessez-le-feu, c'était, bon, le Hamas, enfin, je veux dire, chaque partie, les Israéliens se disaient, on ne va pas faire un cessez-le-feu parce qu'ils pensaient gagner très vite. Voilà. Et donc, c'est un peu comme pour l'Ukraine, c'est-à-dire que les Israéliens admettaient mal, ils avaient du mal à admettre qu'ils ne pouvaient pas venir à bout du Hamas. Voilà. Et donc, ils ne voulaient pas échanger les prisonniers. Voilà. Ils voulaient les libérer par la force. C'est la doctrine, voilà, on ne va pas négocier. Mais là, ils voient que la situation devient de plus en plus difficile, même au niveau de l'État israélien. C'est-à-dire, l'économie est une catastrophe. C'est-à-dire, non seulement, d'abord, il n'y a pas de touristes, alors qu'il y a 5 millions de touristes par an, mais l'économie, elle est presque à l'arrêt. C'est-à-dire qu'il y a, je ne sais pas moi, il y a 100 000 ou 200 000 personnes, ou 300 000 qui sont mobilisées et qui ont quitté leur job parce que l'armée israélienne est une armée de métier. Enfin, c'est pas une armée de métier. Ce sont des adultes qui ont du boulot, qui travaillent. Et donc, ils arrêtent leur travail, ils ferment leur commerce, etc. Et donc, en fait, c'est une course contre la montre dont les Israéliens se rendent compte aujourd'hui qu'elle les mène à une impasse. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit qu'il semble que les Israéliens soient quasiment arrivés à la nécessité de trouver une issue. Voilà. Parce qu'ils voient qu'ils sont vraiment de plus en plus dans une impasse totale. Effectivement. Alors, on a Jamel qui est avec nous. Je vais lui donner la parole. Allô? Bonsoir. Allô, vous m'entendez bien? Oui, oui. Très bien. Bonsoir, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Je réagis par rapport, je réagis par rapport à l'évaluation du départ israélien donc d'Israël. Donc, il y a le journal TRT World qui dit qu'il y a plus de 550 000.
qui ont fui le pays depuis octobre 2023. Sinon, il y a une autre source c'est un journaliste américain ou anglais. En tout cas, c'est le The C.J. Wellerman qui dit qu'il y a environ 2 millions de Juifs qui ont quitté Israël pour toujours. Et ça marque la fin du sionisme. Donc, c'était pour vous signaler ça. Non, oui, d'accord, j'entends ici ou là. Tout à l'heure, j'ai dit que je n'ai pas une source israélienne, enfin crédible, Oui. voilà. Oui. Ou Oui. une source américaine crédible, enfin que je connais, etc. J'ai vu les trucs de 500 000, j'ai entendu celle de 2 millions, qui me paraît absolument ridicule, Oui. aberrant, parce que ça se verrait quand même. Vous savez, c'est un pays où il y a 7 millions de juifs. Donc, s'il y a 2 millions qui partent, enfin, imaginez, enfin, je veux dire, ça serait, enfin, je ne sais pas, voilà. En tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas de chiffres crédibles et donc j'attends pour annoncer quelque chose, voilà. Après, dont 1 million de ultra-orthodoxes sur les 7 millions. Mais non, mais enfin bon, écoutez, que chacun croit ce qu'il veut. Moi, j'ai pas envie de me prononcer là-dessus, voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est sur les 7 millions d'habitants en Israël, il y aurait environ 1 million d'orthodoxes qui ont été appelés à faire leur service militaire. Oui, mais pour le moment, ils n'ont pas. Enfin, c'est compliqué, voilà. C'est-à-dire que la Cour suprême a demandé que les religieux soient incorporés. L'armée, enfin, il y a des négociations, et même si on incorpore des religieux, pour le moment, ça serait 3 000 à 4 000. Voilà. Si on le fait, on commencerait avec 3 000 à 4 000. C'est pas vraiment, voilà, c'est pas bon. Oui. Donc c'est pas gagné là. Enfin, c'est pas évident que l'armée va recruter 100 000 religieux d'un coup. Voilà, c'est pas du tout. D'un coup, qui n'ont pas été formés, oui, exactement. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Faudrait les former. Ils n'ont jamais, parce que les adultes qui vont à l'armée, qui font la guerre aujourd'hui, c'est qu'ils ont fait 3 ans de service militaire déjà, quand ils avaient 18 ans. Et donc, vous prenez les religieux qui n'ont jamais manié une arme, ni fait un exercice physique, pour en faire des militaires, je crois que ça prendrait minimum 1 an ou 2. Ah oui, exactement. Voilà. Je vous remercie, Monsieur Cohen. Je vous en prie. Bonne soirée. Au revoir. Micro. Monsieur Cohen, on va faire la transition. Oui. On va partir sur le second sujet. Après, je regarderai s'il y a des questions sur le chat, éventuellement. Alors, c'est parti. Je vous montre une petite vidéo. C'est bel et bien le maître des horloges. Emmanuel Macron a choisi son moment 3 jours après les élections législatives. C'est depuis le sommet de l'OTAN à Washington qu'il envoie une lettre aux Français. Le chef de l'État y appelle les forces républicaines à mener un dialogue sincère et loyal pour bâtir une majorité solide et nécessairement plurielle. Cela suppose, dit-il, de laisser du temps aux forces politiques. Chronos a parlé et en attendant, c'est son gouvernement qui gère les affaires courantes. Situation inédite et insupportable pour les ministres qui commencent à tourner en rond, Arthur Delaborde. C'est le flou absolu. Tous les dossiers sont suspendus depuis la fin de la campagne des européennes. On a le sentiment d'être inutile, résume un chef de cabinet. Ce qui est en jeu, c'est la situation de la France, pas celle du président. Sans acte d'humilité de sa part, la situation sera explosive, s'alarme un ministre de premier plan. Dans ce contexte, de nombreux membres du gouvernement espèrent qu'à défaut de nommer une nouvelle équipe, Emmanuel Macron acceptera au moins que l'actuel démissionne au plus tard en début de semaine prochaine. Certes, les ministres seront toujours obligés de
rester en poste pour gérer les affaires courantes, mais le statut de démissionnaire permettra au moins à ceux qui sont à la fois ministres et députés de pouvoir voter à l'Assemblée, ce qui est impossible à l'heure actuelle. Or, ils sont 17 à avoir cette double casquette. On ne peut pas se permettre d'avoir 17 voix en moins, alors qu'il faudra élire le président de l'Assemblée dès le 18 juillet et voter les jours suivants pour attribuer les postes clés de questeur ou de président de commission, prévient un poids lourd du camp présidentiel. Voilà, Monsieur Cohen, donc vous avez suivi comme nous donc ce deuxième tour. Quel est votre sentiment après ce deuxième tour? Allez-y. Eh bien, d'abord, c'est un cirque. On est vraiment une république bananière. Il y a rien, enfin, je veux dire, c'est vraiment la débandade. Il y a des millions de cocus en France aujourd'hui. C'est la preuve. Enfin, je veux dire, là, c'est même pas. On n'a pas besoin de donner une preuve supplémentaire, mais c'est facile, en fallait une. C'est que les politiques se fichent pas mal de la gueule des électeurs et du peuple. Voilà. Ils les mènent par le bout du nez. Ils se foutent de leur gueule. Ils leur racontent des bobards. Ce sont des gens qui gagnent entre 10 000 et 15 000 euros par mois à ne rien faire. Vous savez, un homme politique, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève le matin, il regarde son agenda et il se dit, tiens, aujourd'hui, je vais discuter avec, j'ai une émission à Europe 1, ou bien je réunis mon comité de soutien, ou bien je participe à la commission des finances, ou bien je fais un voyage de solidarité, par exemple. Vous savez, les groupes de solidarité France-Amérique, par exemple. Ou bien je prends une semaine de vacances. Je suis député, j'ai des billets d'avion gratuits ou des billets de train gratuits. Personne ne peut rien me dire. Voilà la vie d'un homme politique. Voilà. Alors qu'il y a des millions de Français qui triment au SMIC ou à moins du SMIC et on se fout de leur gueule. Voilà. Malheureusement, le problème, c'est que le peuple, c'est pas la première fois que ça arrive, mais cette fois-ci, bon, c'est peut-être pas la pire, mais comment on a roulé les Français dans la farine. Moi, je plains ceux qui ont voté, enfin, je plains, j'en ai rien à fiche, enfin, à la limite. Il y a ceux qui ont voté pour la gauche, enfin, pauvre gauche. Pauvre gauche. Bon, regardez comment imaginez qui a remis en selle Macron. Mais qui l'a remis en selle? C'est Mélenchon. C'est les filles. À la limite que les socialistes le remettent en selle. Moi, bon, ils ont la trahison dans le sang, dans l'ADN. Je veux dire que Hollande trahisse, bon, ça c'est quasiment logique. Enfin, LFI, c'est LFI qui a permis la réélection de Darmanin, qui a crevé les yeux des manifestants. C'est LFI qui a permis l'élection de Borne, qui a utilisé 25 fois le 49.3. Mais où on est, dans quel cirque? Et en plus, ils sont en train de, comment dire, de courir, on appelle ça la course à l'échalote, vous savez, c'est-à-dire la course au privilège. Non, c'est moi, j'ai envie de devenir Premier ministre. Mais c'est pathétique, ces gens-là. Quelle tristesse que de voir la France arriver à ce niveau-là. Parce que aujourd'hui, à la limite, le RN, il a bien fait de ne pas aller au gouvernement. Il a la chance. Parce que s'il était allé aux manettes,
qu'est-ce qu'il va gérer? Il va gérer une catastrophe. Bon, je ne vais pas vous faire le tableau, mais une dette abyssale. Je veux dire, peut-être bientôt la France sera la Grèce, c'est-à-dire on va avoir des gens de Bruxelles qui vont venir nous dire, bon, il faut diminuer les retraites de 30%, il faut diminuer les salaires des fonctionnaires de 20%, etc. Il faut vendre la Tour Eiffel, il faut vendre la Joconde. La France est dans un état pitoyable. Et ce cirque des gens qui gagnent entre 10 000 et 15 000 euros est juste abject. Voilà, abject. Et malheureusement, avec la complicité des médias, parce que les médias appartiennent à des milliardaires et que les journalistes vedettes sont payés aussi 10 000, 20 000 euros par mois, et malheureusement, ils continuent à faire genre, voilà, comme le reportage qu'on a vu, oui, est-ce qu'il y aura ceci, est-ce qu'il y aura cela? Bon, moi je voulais commencer, d'ailleurs je vous ai envoyé un article, un post que j'ai publié. Est-ce que le RN véritablement veut prendre le pouvoir, veut gouverner? Et vous savez, d'ailleurs on vient d'apprendre entre guillemets, hein, une révélation de Libération, il y a 2 jours, que Marine Le Pen et Jordan Bardella se réunissaient régulièrement dans un appartement de luxe à Paris, chez un conseiller très proche de Macron. Et bon, moi je ne crois pas à la révélation. C'est-à-dire que, à mon avis, bon, le RN de toute façon, il est complice du pouvoir du système. Il a participé à ces réunions pour mettre au point des choses et tout. Et on lui a dit, ça sera jamais révélé. Et puis après, on le révèle juste quelques jours après le 2e tour pour dire au peuple, voilà, le RN, il vous a trahi. Bon. Pourquoi j'ai publié pourquoi je dis que le RN, on peut se demander s'il veut vraiment gouverner. C'est une question qui remonte aux années 80. Vous savez que dans les années 83-84, Mitterrand, qui est le Machiavel en politique en personne, il a donné des instructions à la chaîne publique de télévision Antenne 2 à l'époque, elle s'appelait. Il y avait une émission très connue qui s'appelait L'heure de vérité. Et à l'époque, le Front National faisait 2%. Et il a donné instruction pour recevoir Jean-Marie Le Pen dans cette émission. Et Jean-Marie Le Pen est un excellent orateur. Et après cette émission, Jean-Marie Le Pen a bondi de 10, 12, 14%. Et en fait, c'était le calcul de Mitterrand. C'est-à-dire de faire monter le FN pour diviser la droite. Or, Jean-Marie Le Pen, il est loin d'être bête. C'est même un homme très intelligent, un fin politique, et qui voit son capital monter à 12-14%. Et qu'est-ce qu'il fait alors? Il lance des pics, disons, qui fleurent bon l'antisémitisme. Il dit par exemple, l'occupation, l'Holocauste, c'est un détail de l'histoire. Qu'est-ce qu'il a besoin de dire cela? Je veux dire, un homme politique qui a envie d'arriver, il ne lance pas des trucs qui peuvent lui porter tort.
il a fait un autre jeu de mots. Bon, les jeunes ne le connaissent pas évidemment. Il y avait un ministre qui s'appelle Durafour. Et donc, lui, dans un jeu de mots, il a dit Durafour crématoire. Ce sont des jeux de mots stupides et inutiles qui ne rapportent rien, mais qui renforcent l'idée que le Front National, décidément, on ne peut pas s'allier avec lui, qu'on ne peut pas le laisser gouverner et qu'il va servir de repoussoir, parce qu'on va jouer là-dessus pour regarder le repoussoir, comment il marche. Mais c'est fantastique, c'est fabuleux. Bon, c'est vrai qu'ils ont mis le paquet cette fois-ci. Tout le monde y est passé, les footballeurs, les associations, enfin, les acteurs. Celui qui ne faisait pas un appel pour faire barrage au RN était considéré comme ceci et cela. Bon. Or, et là, vous savez, à l'époque déjà, le monde posait la question, est-ce que le FN veut réellement gouverner ou bien il est bien content de capitaliser sur ces 12-14% et d'avoir un peu une chasse gardée qui lui rapporte quelques millions par an et de ne pas se frotter à l'exercice du pouvoir. C'est-à-dire, c'était une question qui se posait réellement. Dans les médias, je me souviens, dans les années 80, on se demandait si vraiment le FN voulait gouverner d'une façon ou d'une autre. Et on peut se poser la question à propos de Marine Le Pen. En 2017, enfin, je veux dire, elle avait fait, enfin, moi, je n'ai pas vu le débat, mais d'après tous les observateurs, elle a fait un débat catastrophique. Catastrophique. Comment ça se fait? Je veux dire, une femme qui se prépare. Bon. Et en 2022, il y avait les chiffres affichés en direct. Et tout à coup, on lui enlève 2 millions de voix en direct. Et Marine Le Pen ne dit rien. Voilà. Pourquoi elle ne dit rien? Probablement parce qu'on a des dossiers sur elle, sur son mouvement, où on lui dit, écoute, tu as des avantages, tu gagnes des millions, ton mouvement gagne des millions, vous avez des gens, etc. Donc, voilà, qu'elle se réunissait avec un très proche conseiller spécial. Voilà, c'est juste pour dire que, de toutes les façons, pour ceux qui rêvaient ou qui rêvent encore d'un RN qui viendrait, il ne fera rien d'autre que la politique que les autres ont suivie. Et LFI ne fera rien d'autre que la politique que les autres ont faite. C'est-à-dire, il y aura 2 ou 3 petites mesures comme ça. Vous savez, la politique en France se décide où? 80% des lois se décident à Bruxelles. La politique étrangère se décide où? C'est le président qui l'amène. Mais elle se décide à Washington, à Bruxelles. Comment elle s'appelle? BlackRock. Qu'est-ce que vous croyez? Vous savez, on dit, que proposent les filles? Une retraite à 60 ans et un SMIC à 1600 €. Bon, je me demande, d'ailleurs, LFI, moi, je suis content pour LFI. C'est-à-dire qu'il a tout fait pour faire monter Macron, pour sauver Macron, pour sauver la Macronie. Et aujourd'hui, Macron, avec l'aide des socialistes, de la droite, est en train de le cornériser, est en train de le mettre dans la touche. Et je suis très content. Voilà. Mélenchon va être, ils vont le diaboliser, ils vont le cornériser, et c'est bien fait pour sa gueule. Voilà ce que c'est que de trahir. Il a trahi d'abord parce que il n'a pas laissé le jeu démocratique se faire. Voilà. Il a trahi parce qu'il a remis en selle, soi-disant,
l'ennemi numéro un de la gauche qui est Macron et la Macronie. Voilà. Et donc aujourd'hui, LFI va payer cher sa trahison parce qu'il est tombé sur plus retors que lui. Parce que Macron, effectivement, il a repris la main. Aujourd'hui, de toutes les façons, lui, il n'en a rien à fiche. Il s'en fiche de la France, de la démocratie, du vote. Il joue sur l'appétit des politiques. Il joue sur la bassesse des politiques qui sont en train de courir pour obtenir un poste. Oui, 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 j'ai envie de devenir ministre. Oui, oui, j'ai envie de... Voilà où on en est. Et lui, comme le roi, il va jouer là-dessus. Il va peut-être réussir à faire une grande coalition des modérés avec la complicité de tout ce bon monde. Et c'est le peuple, encore une fois, qui va se faire, je ne dis pas le mot, mais il en a l'habitude. D'ailleurs, il doit avoir mal quelque part dans le derrière, le peuple, à force de se faire, etc. Malheureusement, si je peux me permettre qu'il y ait encore quelques trucs, c'est que le peuple, il est fait pour ça, justement. Pourquoi on lui a donné le droit de vote? Bon, on a beau l'avertir avec la servitude volontaire, etc., il n'y a rien à faire. Le peuple, il a envie d'aller à l'abattoir et il y va. Et puis voilà, on assiste. Bon, il y a ceux qui votent. Moi, je comprends, enfin, je veux dire, qu'ils aillent voter, hein, s'ils croient. Mais malheureusement, c'est un... et moi, je crois que même si les gens pensent on s'est fait avoir cette fois-ci, mais on ne nous aura pas en 2027, je suis sûr qu'on les aura, ils se feront avoir en 2027. Bon, voilà ce que j'avais à dire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, ils se feront avoir en 2027? C'est-à-dire on fera une entourloupe pour faire gagner un candidat du système, voilà. Quel que soit son nom. Son nom n'a pas d'importance, mais on fera gagner quelqu'un du système et le peuple fera comme on lui dira de faire. Alors moi j'avais une ou deux questions là, Monsieur Cohen. Est-ce qu'on peut dire que c'est la victoire de la franc-maçonnerie? Je ne vois pas en quoi là c'est la victoire de la franc-maçonnerie. Non, c'est la victoire du cynisme politique, de la diablerie, à moins de concevoir que... Mais ça, moi, je ne vois pas où est la franc-maçonnerie dans ce qui vient de se passer. C'est Macron, et Macron, à mon avis, enfin, à ma connaissance, n'est pas lié à la maçonnerie. Bon. Enfin, pas particulièrement. À la limite, ça aurait été... oui, comment il s'appelle, Mélenchon a relayé le discours franc-maçon. Il est très connu dans le sens où il est anti-FN et anti-RN. Bon. C'est-à-dire que la franc-maçonnerie, comme tous les réseaux, se sont mobilisés pour faire barrage au RN. C'est-à-dire pour contrer la volonté exprimée démocratiquement par une majorité du peuple français. Voilà. C'était clair que le RN était le premier parti de France et qu'on lui a volé sa victoire. Ça m'est égal. Enfin, je veux dire, la question n'est pas, on lui a volé sa victoire. Et la franc-maçonnerie a participé. Dans ce sens-là, oui. C'est-à-dire que la franc-maçonnerie a des réseaux très étendus, très influents, et donc qui ont fait en sorte de bloquer le RN. Voilà. Mais il y a eu d'autres réseaux qui se sont manifestés. Voilà. Mais en fait, moi, ce que je vois, c'est que
c'est malheureusement la victoire du système, c'est-à-dire du système lié à l'Amérique, lié au capital, lié à Bruxelles, et qui va poursuivre ces politiques de vaccination, de manger des insectes, d'écologie répressive ou punitive, c'est-à-dire ils vont encore nous enlever le droit de rouler en voiture. Enfin, tout le programme qui est de l'OMS, du contrôle social, du contrôle facial, de la monnaie numérique, tout ça va arriver, qu'on le veuille ou non, avec la complicité de la plupart des partis politiques. Voilà. Alors, Monsieur Cohen, il y a quelques réactions là que je vais vous faire, je vais vous partager. Donc, c'était tout au début, déjà, il y avait une première question concernant que je retrouve. Voilà. Alors, que pensez-vous de l'affaire orale de Bach de Paris 18e? Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non. Alors, oui, ça y est. Voilà. À l'oral du bac dans un lycée juif. Exactement. Comme ils ont eu de mauvaises notes, on accuse les vaccinateurs d'antisémitisme. La ministre Pécresse et d'autres ont tweeté sur ça et disent qu'ils ouvrent une enquête pour mettre en lumière. Alors, je n'ai pas approfondi, mais quand j'ai vu que les bacheliers qui venaient d'un certain lycée juif, Yavne, je crois, enfin, je dois vérifier, qui est une école d'excellence. Vraiment, enfin, je veux dire, elle est très connue, cette école, ce lycée juif. Et moi, je le connaissais depuis que je suis arrivé en France. Enfin, je n'ai pas été, mais il est très connu comme un lycée d'excellence. Et ils ont des résultats au bac quasiment proches de 100%. Et donc, il y a des chances, que s'il y a eu des notes catastrophiques pour ces élèves, que ça poserait des questions. Voilà. Après, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment approfondi la question, mais quand j'ai vu le nom du lycée contre lequel il y aurait eu ces notes, disons, désastreuses, si c'est ça, hein, il faudrait que je vérifie. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'approfondir et de voir les détails. Voilà. Je suis juste passé, mais quand j'ai vu le nom du lycée, je me suis dit, il y a anguille sous roche. Voilà. C'est-à-dire, ça paraît quasiment anormal que des élèves d'un lycée qui frisent l'excellence depuis des décennies, hein, c'est pas nouveau, reçoivent des notes bizarrement basses au bac. Voilà. Et donc, il y a des chances, je dis, hein, je ne m'avance pas trop, mais il y a des chances qu'il y ait eu, disons, des profs qui auraient vu des noms à consonance juive et ils leur ont donné des mauvaises notes. Voilà. Bon. Affaire à suivre. OK. Alors, il y avait une autre question concernant les élections. Monsieur Cohen, Mélenchon et la LFI sont ultra diabolisés depuis des années. S'il y a eu trahison au sein de la LFI envers en premier Mélenchon, en quoi ce dernier est responsable? Non. Moi, sa responsabilité, moi personnellement, voilà. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui a joué, soi-disant, parce que, vous savez, est-ce que les gens connaissent, est-ce que les gens savent, je vais vous citer deux types, deux politiques, Jospin et Dumas. Comment il s'appelle son prénom déjà? Roland Dumas.
Donc, c'est quand même deux grandes figures du Parti socialiste. Jospin a déclaré au début, je n'ai pas la déclaration, mais il l'a faite, je la connais, que le RN ou le FN n'a rien d'un parti fasciste. Il l'a dit en ces termes. Mais il l'a dit. Voilà, tout ça, c'est un jeu. Voilà. Et Roland Dumas l'a dit. J'ai mis sa vidéo il y a quelques jours. J'ai retrouvé sa vidéo il y a quelques jours, où il se marrait en disant on a fait voter les socialistes sur cette base-là, etc. Enfin, voilà. Donc, c'est une mascarade. Et que LFI et Mélenchon jouent cette mascarade pour des raisons de politicaillerie. Voilà. C'est parce qu'il y a un système et on ne veut pas qu'un intrus vienne brouter, prendre sa part dans le système. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'il a de fasciste le RN? Ou alors, s'il est fasciste, on n'a qu'à l'interdire. Et basta. Mais arrêtez cette mascarade qui dure depuis 40 ans. 40 ans. Où on méprise 30% du peuple français. Et qui vote RN? Ce sont les petits, ceux qui trinquent, ceux qui triment, les paysans, les smicards, les gilets jaunes, ceux qui n'ont pas de médecin à 50 kilomètres, etc., ceux qui ne trouvent pas de bureau de poste, ceux qui se font agresser, humilier. Voilà le petit peuple que cette caste qui vit dans les beaux quartiers de Paris, dans les beaux quartiers de Marseille, de Bordeaux, cette caste qui est pourrie de privilèges, méprise. Vous vous souvenez du mépris qu'on avait pour les Gilets jaunes? Mais rappelez-vous quand même, cette caste pourrie qui avait du mépris pour les Gilets jaunes, c'est gueux, c'est sans dents. Voilà ce que je reproche moi à LFI et à Mélenchon. Voilà. De soi-disant de sauver Macron et la Macronie au nom d'un soi-disant combat contre le fascisme qui n'existe pas, qui est faux, qui n'a jamais existé. Voilà. Monsieur Cohen, je ne sais pas si vous avez vu. Oui, bien sûr, il y avait une satisfaction lors de ce second tour, c'est la non-élection de Meir Habib. Oui. Et il a fait ses adieux. Par contre, celle qui le remplace, elle est tout autant pro-sioniste, pro-Israël. Mais évidemment, on l'a remplacé. Vous savez que, d'ailleurs, d'après Asselineau, c'est quelqu'un qui, en dehors du reproche que je lui fais, que j'ai déjà dit, donc c'est sur lequel je n'ai pas envie de revenir, mais c'est quelqu'un qui a des informations sûres, qui fait de très bonnes analyses, etc. Et pour lui, Meir Habib, il a été éjecté par la volonté de l'Élysée. C'est-à-dire, on a truqué les chiffres parce que, en fait, ce sont les chiffres Internet qui l'ont écarté. Et d'après lui, l'Élysée aurait dit il faut m'enlever ce type. Voilà. Ça faisait tâche. Et donc, mais on a mis quelqu'un qui est aussi pro-israélienne que lui, sauf que elle est plus, comment dire, elle est moins repoussante. Voilà. Elle est très bien, elle est bien habillée, elle est bien sapée, elle parle bien. Et voilà, donc on l'a écarté par la grâce. Et d'ailleurs, il a fait une vidéo intéressante, je vous conseille de la voir. C'est-à-dire que pour les députés de l'étranger, ce sont où il y a eu le vote par Internet, et c'est ce vote par Internet qui a fait élire 10 candidats Renaissance par la grâce de ce vote Internet et donc par la manipulation. Voilà. Alors, monsieur
Monsieur Cohen, il y avait 2-3 réactions quand même concernant ce qu'on a parlé tout à l'heure concernant la victoire de la franc-maçonnerie. On peut pas le nier. Bon, vous dites que Monsieur Macron n'est pas affilié à la franc-maçonnerie. Bon, effectivement, en tant que président, il va pas crier sur tous les toits qu'il appartient à telle loge ou telle voilà. C'est une vérité, mais on a quand même des symboliques qui ont apparu lors de son élection, sa première élection, quand il était à la pyramide du Louvre, où il a quand même fait certains gestes, et qu'on a pu revoir par le passé. Donc, il ne faut pas le nier, ça, c'est quand même des symboliques de la franc-maçonnerie. D'accord. Non, mais je veux dire, non, j'ai dit que la franc-maçonnerie a joué un grand rôle dans la diabolisation du RN cette fois-ci, parce qu'elle a des réseaux. Et puis, la franc-maçonnerie, c'est connu. Quand on rentre en franc-maçonnerie, on vous dit, vous pouvez appartenir à n'importe quelle organisation, mais si vous faites partie du Front National, à l'époque, c'était le Front National, vous ne pouvez pas entrer en franc-maçonnerie. Bon, donc, c'est sûr que ça a pesé. Bon, après, peut-être par exemple l'élection de Macron, vous savez que c'est la justice qui a aidé Macron en cassant François Fillon. Et donc, il est possible que les juges qui ont fait ça appartiennent à un réseau maçonnique, ou à une fraternelle. Voilà, parce que les francs-maçons se réunissent en dehors de leurs obédiences en fraternelle. Et donc, il est possible que ce soit... C'est difficile quand on est à l'extérieur de savoir quelle est la part, etc. Mais c'est sûr que je crois que j'ai eu l'occasion de dire que la franc-maçonnerie est un des piliers du système, est un des piliers, voilà. Mais il y a la banque, il y a la média, il y a la publicité, enfin, je veux dire, voilà, il y a d'autres piliers quand même. Oui, alors il y avait aussi une question qui apparaissait dans le chat tout à l'heure, que je la retrouve. C'était concernant. Alors, attendez. C'était. Voilà. Non. Bon, je la retrouve pas. En attendant, Monsieur Cohen, je vais vous montrer une petite vidéo qui est apparue il y a 2 jours après la victoire des joueurs de l'Angleterre, interviewés par une chaîne israélienne. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, allez-y. C'est assez marrant la réaction du journaliste. First question, is it coming home? It's coming home, man. Come on, Kwani. Free Palestine! Okay, let's Okay. First question, wait a minute. First question, is it coming home? It's coming home. It's coming home, man. Come on, Kwani. Free Palestine! Voilà, M. Cohen, je voulais vous la montrer. Ben, c'est bien. Ils ont beau, comment dire, vous savez, comme un navire qui prend l'eau, il colmate, et ça, voilà, les moindres failles, le message, il passe quand même. Hein. Eh oui, non, mais il faut oser. Après, c'est bien que ces joueurs... bien sûr. Voilà, et en plus, sur un média israélien, donc c'était bien de le faire. Bon, ben, je crois qu'on a terminé, M. Cohen, pour ce soir. Très bien. Merci à vous. Et pas de vacances pour vous, M. Cohen? Pour le moment, non. Et vous?
Bon, ben moi, je rentre là. J'étais en vacances 15 jours et peut-être au mois d'août, encore une semaine ou deux à voir. Mais, non, pour le moment, je ne prévois pas de vacances. Donc, ok, bah, profitez encore de votre retraite le plus longuement possible. Exact, d'accord. Et encore une fois, merci pour votre assiduité, M. Cohen. Très bien. Bon, bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. Voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée, M. Cohen. Ciao. Voilà les amis, on en a terminé avec cette 78e chronique hebdomadaire avec M. Cohen. On bat un record de longévité. On est quasiment plus de 2 ans de chronique hebdomadaire, hein, une fois par semaine, depuis 2 ans. C'est quand même pas mal. Je salue tous les auditeurs, tous ceux qui arrivent, les nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Altitude. Ça monte tout doucement, pas suffisamment, mais il y a quelques abonnés chaque semaine. Merci à eux pour soutenir la chaîne. Alors, il faut savoir que cette quête, elle est mise en place depuis le début de l'année et elle sera clôturée à la fin de cette année. Et c'est pour Nabila Kilani, notre sœur qui est en Palestine et qui fait un travail humanitaire. Donc, j'ai un contact avec elle par message. Je la tiens au courant de l'avancée de tout ça. Et puis, quand il y aura une possibilité, j'avais déjà demandé si elle pouvait faire un petit interview avec nous pour donner son sentiment, comment dirais-je, ses nouvelles à elle sur le terrain et si elle peut éventuellement continuer ce travail humanitaire qu'elle faisait avant le 7 octobre. Donc voilà, c'est une quête qui est toujours en ligne. Vous avez le lien en description de la vidéo, donc n'hésitez pas pour celles et ceux qui veulent participer. C'est pas grand-chose, un petit geste. Si vous ne pouvez pas, partagez-la autour de vous. Et voilà, donc les amis, pour revoir l'émission sur TikTok, ceux qui sont arrivés après, même si on n'était pas nombreux ce soir, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube Altitude. Et les autres, je vous souhaite une excellente soirée, un bon week-end. Et je vous mets le petit clip de fin. Alors, ce n'est pas le même que d'habitude, mais un petit clin d'œil suite aux résultats des élections législatives. Je vous mets le petit clip. Allez, salam alaikum, bonne soirée. Si tu partiras, et plus tôt que tu crois, on t'a assez donné, maintenant tu peux te casser. Bon débarras, il ne revient pas. Bon débarras, il ne revient pas. Si tu partiras, et plus tôt que tu crois, on t'a assez donné, maintenant tu peux te casser. Bon débarras, il ne revient pas. Si tu partiras, comme t'es venu, tu t'en iras. Je partirai pas si tu partiras. Tu partiras avec ta Fatma. Pour toi, fini l'RSA. Le bateau n'attend pas, crois-moi, tu partiras. Quand on va passer par là, tu vas retourner chez toi. Tu mettras ta tienne là-bas. Tu pourras prier toute la journée. Là, tu commences à nous gonfler. Je partirai pas si tu partiras. Et plus tôt que tu crois, on t'a assez donné. Maintenant, tu peux te casser. Bon débarras, il ne revient pas. Bon débarras, il ne revient pas. Je partirai pas.